on va reprendre nos travaux. Un petit point très pratique. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le zoom de la caméra peut venir sur ce ticket. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure le numéro 4751 se souvient qu'il était le 4751, mais il y a une personne qui va être embêtée pour retrouver sa valise. Alors je mets le ticket sur le devant de la scène, vérifiez vos poches, et si c'est vous, le ticket est là. Si ce n'est pas vous, ne prenez pas ce ticket, sinon ça fera grandement défaut à la personne. On va donc poursuivre et pas terminer, mais presque, enfin en tout cas entamer la dernière séquence autour de l'accès à la santé. Pourquoi on a retenu ce thème-là dans la matinée sur la complexification des parcours? Ça a été d'ailleurs rappelé par le docteur Novo. La santé somatique et la santé psychique sont des déterminants essentiels du bon développement de l'enfant, de son bien-être au quotidien, et je pense que j'enfoncerai des portes ouvertes si je dis qu'il y a un faisceau de difficultés dans l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en général et des enfants accompagnés en IME et en IEM en particulier. Le faisceau de difficultés, on le connaît, il y a des problématiques démographiques concernant les professionnels de santé, il y a également des problématiques d'accessibilité des lieux de soins, et il y a des problèmes de formation des professionnels soignants. Bon, c'est autant de points qui questionnent dans une société qui se veut 100% inclusive, évidemment, et on a souhaité apporter différents témoignages là-dessus. Je vais appeler tout de suite à me rejoindre sur le plateau Monsieur Christian Minet, qui est président de l'association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est. Je vais inviter Madame Christelle Didier, qui est cadre socio-éducatif, référent de la mission accompagnement des usagers au CHU de Brabois en Meurthe-et-Moselle, et Stéphane Rognon, directeur du dispositif d'accompagnement médico-social, La Orgne. Installez-vous, je vous en prie, et bienvenue. On aura également une petite séquence vidéo. Juste avant ça, 2 points logistiques. Dans les clés USB qui vous ont été remises, il y a un lien et ou un QR code vers un questionnaire de satisfaction. On avait un atelier numérique hier, on essaie de s'y mettre à l'ère du tout numérique. Voilà. Si vous avez envie de nous dire que les journées vous ont plu, dites-le nous sur ce lien. Si vous avez envie de nous dire que les journées vous ont pas plu, dites-le nous aussi. Si vous avez des suggestions à nous faire pour les prochains collègues des créailles qui prendront la relève, dites-le nous également. Donc le lien dans la clé USB. Autre point, vous avez eu des petits badges avec des cordons qui vous ont été donnés à l'entrée, qui vous ont permis de rentrer. Si vous pensez faire un usage futur de ces cordons, gardez-le, on vous l'offre. Si vous pensez le jeter à la poubelle dans un futur proche ou moyen, rendez-le nous, parce que nous, on s'en servira. D'accord ? Donc il y a des caisses qui sont laissées à l'entrée pour cela. Voilà. Et comme on en a pris l'habitude désormais, on va commencer par donner la parole aux jeunes et à leurs familles avec une brève vidéo. Sacha, est-ce que vous prenez des médicaments? Des fois, je prends mes gouttes le soir. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pour m'aider à endormir. D'accord. Parfois, vous allez chez le médecin aussi? Quand je suis malade ou pas. Comment ça se passe avec votre médecin? Ça se passe super bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il examine ce que je tousse ou pas. Il y a des fois enrhumé. Vous allez chez le dentiste aussi? Oui, j'y vais de temps en temps. Comment ça se passe avec votre dentiste? Super. Il examine mes dents pour que je brosse comme il faut. Il vous explique comment faire? Oui, il m'explique comment on fait. Est-ce que votre médecin accepte de remplir le dossier MDPH? C'est un cauchemar. Ça a toujours été cauchemardesque. La MDPH et les médecins, il en a rien. Professeur me disait ah non, alors ça vous gardez, j'en veux pas. Tout ce qui était la maladie de Gauthier, etc. Ok, mais alors tout ce qui était, il voulait absolument pas en entendre parler. J'avais des problèmes à chaque fois avec les dossiers MDPH. Parce qu'il fallait les rendre et puis c'était. Alors je faisais remplir par mon médecin traitant.
Mais le médecin traitant, c'est une médecin de famille, donc voilà, je faisais le lien moi, et je ne sais même pas comment les gens y font, mais entre eux, professeur Chastanier, qui ne voulait absolument pas s'enquiquiner avec les dossiers MDPH. Et sa secrétaire, pas plus. Lui, c'est un cancérologue oncologue, hein, donc il a des enfants qui ont des problèmes bien plus importants, mais le problème, c'est que dans cette section-là, c'est des gens, des professeurs qui sont pleins de boulot, des papiers comme ça, ils ne veulent pas en remplir. Est-ce que vous avez un traitement ou un suivi médical? Oui, l'oreille. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que depuis ma naissance, j'ai un problème d'oreille gauche. Je D'accord. n'entends plus. Comment ça se passe avec votre médecin? J'y vais, il me fait un contrôle, puis après, il me dit si ça va changer ou pas. Vous y allez toute seule? Vous êtes accompagnée? Non, avec soit infirmière ou soit un éducateur, soit mes parents. Ça dépend lequel, ça dépend quand ça tombe. Vous prenez des médicaments de temps en temps? J'ai une injection le lundi une fois par mois ou 4 semaines, un truc comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que. Je sais pas pourquoi, ils me disent pas pourquoi j'ai des traitements. Ils ne disent pas tout le temps. Hein. Là, ils m'ont C'est toujours le même. C'est toujours la même raison en fait. Ton injection. Pourquoi t'as ton injection? Parce que je suis trop excitée, un truc comme ça, non? C'est ça? Ouais, pour calmer un peu les troubles du comportement. Des fois, ça fait rien. Je te promets, il fait rien. Ah bon? Ouais. Vous sentez pas de différence? Des fois, non, mais des fois, oui, des fois, ça me calme, des fois, ça me calme pas. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes énervé? Soit je pars en fugue, ou soit je casse tout dans ma chambre, des fois, j'écoute de la musique, des fois, voilà. Est-ce que votre fille a facilement accès aux soins? Alors, elle se laisse assez difficilement examiner parce que tout ce qui est intrusif, du genre mettre un bâton dans la bouche pour regarder la gorge, c'est intrusif pour ces enfants-là. Elle a un peu de mal à accepter ça. Alors, on a un dentiste génial, conseillé par les infirmières d'ici qui l'ont expérimenté, qui est super avec les enfants handicapés. Elles emmènent tous les gosses chez lui, et moi aussi, du coup. Et il est franchement, il a en plus une assistante tout aussi adorable qui accepte de se laisser pincer, mordre et tout quand les enfants, c'est pas forcément le but, mais qui leur raconte des histoires. Il a des poules, alors il leur raconte des histoires de ses poules et on arrive à faire les soins. Alors, je suis toujours tombée sur des spé. Elle a eu une verrue, il a fallu brûler une verrue. Voilà, le dermato l'a promenée dans son cabinet, l'a laissé jouer avec des tubes de crème, et puis voilà. Faut choisir ses thérapeutes, hein. Voilà. Alors, on retrouvera d'autres vidéos dans cette séquence qu'on va ouvrir avec vous, Monsieur Binet. Vous avez activement participé, on peut même dire vous copilotez une expérimentation qui s'est développée à la faculté de médecine de Reims, qui consiste à sensibiliser les jeunes étudiants en médecine au handicap. Comment ça se présente et pourquoi ça a été prévu? Bien, bonjour. Je pense que ça a été souligné par le docteur Nouveau tout à l'heure, mais nous sommes tous confrontés, professionnels et familles, parents, à deux difficultés. On n'a pas assez de médecins, voire pas de médecins du tout, ça dépend des régions, mais c'est quand même quelque chose qui est partagé un peu partout. Et puis deuxièmement, quand on a des médecins, on n'a pas la chance d'avoir toujours des médecins qui savent communiquer avec les familles, qui soient à l'aise dans la communication avec une personne handicapée. Donc ça, c'est le constat de base. Donc pour répondre avec toutes les conséquences, difficultés au moment de l'hospitalisation, entrée, sortie, enfin bon, des choses que vous connaissez parce que c'est votre quotidien. Alors par rapport à cette situation, on essaye tous de construire des réponses. Il y a des réponses qui passent par la mise en place d'équipes relais qui font un peu l'interface entre les établissements ou les familles et les services hospitaliers. Vous allez nous en parler, madame, je crois. Nous avons, ce sont des solutions d'urgence, ce sont des solutions nécessaires, mais il faut aussi préparer le plus long terme. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Vous verrez un court extrait d'un film qui, je crois, est sur votre clé USB.
La réflexion qui nous a conduit avec l'UFR de médecine de Reims, c'est de dire, bon, comment faire qu'à l'avenir, ce qu'on fait ne va pas avoir des retombées immédiates, hein, on s'inscrit vraiment dans le long terme, hein, c'est de l'investissement. Comment faire pour qu'on ait des médecins qui soient sensibilisés à la question du handicap, des médecins qui sachent communiquer avec les familles, des médecins qui, peut-être un jour, aient envie de venir travailler dans nos établissements. Donc pour ça, a émergé une idée qui est de faire passer tous les étudiants de deuxième année de médecine, donc ceux qui ont réussi le concours, de les faire passer dans un stage en établissement médico-social d'une semaine, précédé d'une journée, si on peut dire, de culture générale du handicap, et puis une journée de débriefing. Hein, ça s'est mis en place depuis 3 ans. Je vous propose, pour bien comprendre de quoi il s'agit, de regarder un film qui dure 5 minutes, et puis je vous apporterai quelques précisions ensuite. On regarde. Accéder aux soins aujourd'hui, pour beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est se voir dénier la possibilité d'être accompagné, c'est ne pas avoir de réponse à des questions pourtant simples et légitimes, c'est ne pas avoir accès à certains soins. Certains professionnels de santé ne savent pas nous accueillir, nous expliquer et ne connaissent pas nos difficultés de compréhension. Parfois, on refuse même de nous soigner à cause de notre handicap. Les étudiants en médecine ne connaissent pas le monde du handicap. Et on ne rencontre pas suffisamment de patients qui nécessitent des soins spécifiques. La faculté de médecine de Reims a pris un engagement fort et a établi, dans le cadre de son projet d'établissement, que la formation des acteurs de soins à la prise en charge des personnes en situation de handicap serait portée à travers la mise en place de stages de sensibilisation au handicap proposés à de jeunes étudiants, c'est-à-dire des étudiants en 2e année de médecine. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'un médecin a fait le diagnostic d'une myopathie. Et nous avons eu la chance de tomber sur des professionnels qui ont mis en place une prise en charge adéquate. Nous, on apporte notre regard professionnel, on la guide, mais c'est la personne qui fait ses propres choix. Je voulais savoir si l'annonce du diagnostic ça avait été pour vous un soulagement ou alors une source de stress supplémentaire pour vous et votre entourage. Moi, je voulais savoir, parce que souvent il y a des personnes malvoyantes qui sont accompagnées soit d'un chien, soit d'une canne, et je voulais savoir si tu bénéficiais d'une canne ou alors d'un chien, ou si tu avais fait des démarches pour. J'utilise une canne. J'essaie de me supporter tous les jours. Ouais, direct. Quand on va chez ces personnes, on se rend compte qu'il y a une véritable histoire derrière. Et que c'est pas seulement des personnes qui ont des troubles psy, mais ce sont des personnes qui se battent contre ces troubles psy. Et c'est là qu'on se dit, mais ah oui, c'est pas si simple. Et aussi frappé par leur accueil super chaleureux quand on est arrivé. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils étaient heureux de nous parler et de nous montrer en fait tout ce qu'ils pouvaient faire et savaient faire. Ils nous ont montré qu'ils avaient très envie qu'on voit le travail qu'ils faisaient et que c'était important pour nous, enfin pour eux, que nous venions les voir dans leurs établissements pour être reconnus en tant que citoyens, en tant que personnes. Au début, j'étais un peu effrayée, surtout quand je suis arrivée dans le couloir. Il y avait un enfant qui était en vertical, donc c'est pas... Quand on n'est pas habitué, ça peut faire un peu peur, mais après on s'habitue vite. Même pour certains, on ne ressent même pas le handicap. Enfin, c'est juste qu'ils ont un fauteuil, mais c'est tout. Enfin, dans la tête, c'est les mêmes. Ça nous a beaucoup appris pour communiquer avec nous. Bah, c'est sûr qu'avant de venir ici, on ne savait pas du tout comment s'y prendre avec des personnes comme ça. Et enfin, en venant ici, on voit que chaque personne a un système de communication qui est différent. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, ici, toutes les personnes qui travaillent ici, ils comprennent ce qu'ils disent. Alors que nous, forcément, le premier jour, c'était un peu dur. Et là, je discutais avec la kiné pendant que vous étiez avec l'étudiante,
qui me disaient mais on est frustrés de ne l'avoir que 3 jours. On aura envie de l'avoir plus, on aura envie de lui montrer encore plus. Donc voilà, ils sont même là-dedans, c'est même encore pas assez. C'est vrai que j'avais déjà été confrontée au handicap et je pensais savoir communiquer avec ces personnes-là. Et en fait, je me suis retrouvée bloquée le premier jour parce que je ne savais pas comment les aborder. Je n'avais pas en fait les clés pour pouvoir communiquer avec eux. Quand on côtoie pas le milieu du handicap, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment se placer par rapport à ces personnes, même des fois un peu une peur coupable. Donc au départ, c'est très dur de les voir vraiment comme des personnes et pas juste comme des handicapés. Au départ, on est un peu effrayé, on va dire, d'aller vers eux parce que voilà, certains ont des handicaps très lourds qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou même dans la rue qu'on ne voit pas forcément. Mais aussi très rapidement on s'y fait et très rapidement on comprend que déjà ce qui est touchant, c'est que c'est des personnes souvent qui ont besoin d'avoir de la reconnaissance, qui cherchent juste de l'affection ou de l'attention. Il y en a qui sont plus valides que d'autres et en fait ils sont tous dans une entraide, ils sont bien plus autonomes que moi je ne le pensais, ils sont dans une autodérision sur leur situation et ils ont une vraie réalité de leur handicap. Après, au niveau de notre pratique directe, je dirais que le handicap n'est pas visible et ce qu'on nous apprend, c'est beaucoup la maladie, détachée de la personne. Et pour le coup, il ne faut pas oublier que la maladie, qui est-ce qui la porte, c'est la personne. Les raisons pour lesquelles les médecins ne s'attardent pas assez sur les cas, c'est aussi parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de ne pas les comprendre, ils ont peur de l'échec thérapeutique peut-être par rapport à ces enfants-là. Le meilleur témoignage, c'est souvent les personnes elles-mêmes, et c'est également vrai des étudiants en médecine, Monsieur Minet. Oui, tout à fait. Bon, vous aurez noté que dans ce qui est dit, là, les gens disent 3 jours, c'est trop court, 3 jours en SMS. C'était le film qu'on a fait la première année. On va en être cette année à notre 4e version d'accueil des étudiants, et c'est passé à 5 jours. Donc, pour revenir, 2 choses importantes. La première, c'est qu'il faut replacer cette action-là dans un contexte plus large, qui est celui de la charte Romain Jacob de la formation des acteurs du soin. Là, ça concerne la formation des médecins. Mais vous imaginez, en voyant ce film-là, qu'on pourrait le faire avec des infirmières, avec des kinés, donc c'est une espèce de prototype qui est généralisable. La deuxième chose, c'est qu'à travers ce que vous avez vu, vous voyez bien que l'objectif n'est pas de former les futurs médecins à la question du handicap. Ils n'en ont ni les bases et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, on a dit au début, c'est sensibiliser les étudiants à la question du handicap, leur faire rencontrer des personnes handicapées pour que le contact soit plus naturel. Mais en fait, ce qu'on recherche, c'est une véritable rencontre humaine entre des personnes valides et des personnes non valides. Et ça se passe d'autant mieux que les étudiants sont jeunes. Les étudiants de 2e année, ils ont 18, 19, 20 ans. Ce sont encore des grands enfants. Et quand on les emmène dans nos établissements, rapidement, tout le monde s'amuse ensemble. Le premier jour, ça a été dit, c'est une journée où on essaye quand même de repréciser, parce que ça n'est pas dans les études de médecine, on essaye de repréciser qu'est-ce que c'est que le concept de handicap, et notamment l'évolution des concepts et l'évolution de la réglementation qui est mise en face, et notamment la loi de 2005. Bon, ça les intéresse un peu, mais ça leur casse les pieds. Au bout du compte, ce qu'ils préfèrent, eux, et rapidement, la première journée, on fait intervenir les associations, des familles, des personnes handicapées et leurs aidants, soit familiaux, soit professionnels. Et alors là, du coup, c'est le grand silence dans la salle, et les témoignages, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc ça, l'objectif, c'est de faire en sorte de leur expliquer là où ils vont aller la semaine suivante, les 5 jours suivants, qu'ils ne soient pas perdus dans qu'est-ce que c'est que... Ils ont déjà un petit vernis. Alors cette semaine, rapidement, on essaye de faire partager aux étudiants les temps forts de la vie d'une personne handicapée. C'est des moments de fragilité à travers la toilette, à travers éventuellement le repas, les sorties à l'extérieur. Je me souviens d'une jeune étudiante de médecine qui nous avait dit, elle était partie emmener une petite gamine qui était en fauteuil roulant. Évidemment, vous savez bien, quand on pousse un fauteuil roulant dans la ville, tout le monde vous regarde. Et elle avait dit, mais c'est incroyable, mais les gens me regardaient, j'avais l'impression d'être moi-même en fauteuil. Tel étudiant, dans le cursus, il y a une visite chez le médecin à l'extérieur. Souvent des
visites en libéral. Et là, l'étudiant nous dit, vous vous rendez compte? Pas une seule fois le médecin ne s'est adressé à la personne handicapée, il parlait à ceux qui l'accompagnaient. Alors vous voyez, c'est très centré. Il y a aussi une journée sur le projet individuel, voir quel est le rôle du médecin et que finalement on ne fait pas n'importe quoi dans les établissements médico-sociaux. Il y a une vraie logique dans la prise en charge. Au final, donc on n'a pas eu le temps de vous passer le film en entier, mais voyez-le jusqu'au bout. C'est montrer un peu le cœur de cible. C'était finalement les représentations de ces jeunes-là qui évoluent et qui ont dit le mot. Hein, on voit la personne et pas la maladie. Voilà. Alors la question, vous avez aussi vu que le directeur général de l'ARS Grand Est a inauguré cela. Et c'est la question de la reproductibilité du modèle qui se pose maintenant. Alors, juste un mot pour terminer. Le dernier jour, parce que si on s'arrêtait sur 5 jours passés sans conclure, ce ne serait pas très positif. Parce qu'ils se posent beaucoup de questions, les étudiants, après ça. Donc la dernière journée, c'est à nouveau une journée de rencontre avec les associations, les familles et des personnes handicapées, pour débriefer un peu tout ce qui s'est dit. Et ce que vous avez vu, les dernières interventions, c'était au cours d'une séance de débriefing. Alors, cette expérimentation faite au sein de l'UFR de médecine de Reims a bénéficié du soutien de l'ARS à travers la production d'un film dont vous venez de voir un extrait et que vous pourrez voir en entier si vous le souhaitez sur la clé USB. Et la chose, et cette action ayant bien convenu, il nous a été demandé de voir comment on pourrait la dupliquer. Donc il y a, avec le CREAI, on a rédigé un guide méthodologique pour reproduire cette opération qui s'est faite à Reims. Ça, c'était il y a 2 ans. Il y a déjà 2 universités qui s'en sont emparées. L'année dernière, l'UFR de médecine de Caen, exactement sur le même modèle, avec les mêmes outils, l'a développé à la plus grande satisfaction des étudiants, parce que les associations d'étudiants sont aussi particulièrement mouillées dans cette affaire-là. Ça démarre cette année à Lyon. Et puis, j'en profite parce qu'ici, il y a certainement d'ailleurs, des Lorrains et des Alsaciens. L'ARS nous a demandé de travailler sur le développement de cette action au sein des UFR de médecine de Nancy et de Strasbourg. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir des lieux de stage. Il faut avoir des établissements qui ouvrent leurs portes aux médecins. C'est un échange formidable pour le personnel, pour les résidents. Donc il y a tout à gagner là-dedans. Il y a surtout à gagner des médecins plus tard qui reviendront peut-être dans nos établissements parce qu'ils auront vu ce que c'est, puis ça leur donnera l'idée de travailler. Et puis s'ils ne reviennent pas chez nous, s'ils connaissent un peu les personnes handicapées, ce sera plus facile. Donc s'il y a ici des représentants d'établissements qui souhaitent participer à l'accueil des étudiants, je veux dire qu'ils le disent au CREAI, enfin qu'ils nous le disent, alors moi, parce je vais qu'on dire, compte vraiment sur eux. On a mis votre numéro de téléphone portable dans la clé USB, monsieur Minet. Parfait. Non, je plaisante. Oui, vous pouvez le faire, prenez hein, contact également avec votre délégation ARS, le CREAI ou la fac de médecine également, puisque ça boucle également entre les 3 doyens actuellement. Merci beaucoup, monsieur Minet. Une dernière chose, excusez-moi, Okay, mais pour ceux qui sont vraiment tout près, là on est à Nancy, il y a le 8 novembre prochain, dans 3 semaines, une journée formidable sur le Forum des droits des personnes handicapées. On va décliner tout ce que vos associations, tout ce que vos établissements font d'extraordinaire en matière d'accès aux droits des personnes handicapées. La santé, mais bien d'autres choses. Donc venez, ça se passe ici, c'est gratuit, il y a des intervenants extraordinaires. Et il y aura dans cet espace l'UFR de médecine qui présentera ce qui s'est fait à Reims. Et tous ceux qui sont intéressés, les Lorrains, mais même les Alsaciens, s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Mais c'est plus loin. Les Lorrains qui sont vraiment des locaux, venez voir, ça vous donnera des idées sur ce qu'on peut faire. Merci pour cet appel. Merci, monsieur Minet. Madame Didier, vous travaillez précisément au centre hospitalier de Brabois, donc sur l'agglomération nancéenne, et le CHRU a élaboré un service d'accompagnement et d'accueil des personnes en situation de handicap. C'est une initiative hospitalière qui a été primée d'ailleurs par la Mutuelle nationale des hospitaliers en 2018, et donc on va vous demander de présenter ce projet, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc nous, le projet, effectivement, c'était de pouvoir donner les mêmes chances à tous. On a constaté, comme le disait monsieur, que les professionnels de santé n'étaient pas assez formés autour du handicap, donc ce qui crée des retards, des prises en charge retardées,
par peur, par manque de moyens, on ne sait pas exactement quoi. Moi, je travaille au département qualité du CHRU, donc nous recevons les réclamations, mais en fait, on a peu de réclamations de patients en situation de handicap parce que est-ce que le patient n'ose pas le faire ou est-ce qu'il n'a pas les moyens de le faire, on ne sait pas, mais en tout cas, on a constaté qu'au niveau des prises en charge de patients en situation de handicap, nous péchions. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était éviter les ruptures de parcours de soins. Et pour cela, nous avons envisagé une mission qui se fait avec des volontaires en service civique. Autant dire que ça n'a pas été facile. Le but était de créer du lien. Donc, créer du lien avec les institutions. Donc, je reviens vers vous, monsieur. J'ai beaucoup de liens, du coup. Donc, du lien avec les institutions qui appartiennent au Grand Nancy. Pour pouvoir trouver des outils communs, des méthodes de travail communes. Et nous, ce qu'on propose, en fait, c'est d'aller dans les institutions, à domicile, voir les familles en amont des hospitalisations, pour mieux connaître le patient, sa famille, ses besoins, les recueillir, pour que lorsqu'il vient à l'hôpital, il se sente rassuré, se sente compris, qu'on ait pu mettre en place les outils nécessaires à sa bonne prise en charge. Et ensuite, assurer une présence bienveillante pendant l'hospitalisation ou la consultation et assurer un relais auprès des institutions, de la famille, mais aussi du patient, bien sûr. Donc, pour illustrer tout cela, je vais vous présenter un film. Voilà, c'est la mode. Vous voyez qu'on est très vidéo ce matin. Allez. Moi, le handicap, c'était un univers que je connaissais très peu. J'ai une formation surtout autour des enfants, donc le handicap, je ne l'avais pas vraiment cerné. Quand on m'a proposé de développer des missions de service civique pour le CHRU de Nancy, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il existait dans les missions proposées par la Fédération hospitalière de France, et le handicap en faisait partie. Donc c'est vraiment venu comme ça. Prendre en charge une personne différente nécessite un changement de regard, c'est-à-dire faire attention aux détails, prendre connaissance de la personne telle qu'elle est en dehors de sa maladie. C'est-à-dire que la personne reste au centre de son soin et que ce ne soit pas le soin qui prenne le dessus. Pour un bon nombre de certains médecins, c'était assez compliqué. C'est assez compliqué parce que l'IROS ne communique pas avec la parole. Elle n'a pas la formulation nécessaire pour dire j'ai mal à tel endroit. Et l'IROS, t'as mal au ventre? Oui ou non? D'accord. On pense souvent aux conditions techniques, style accessibilité, ascenseur, mais il y a d'autres handicaps qui n'ont pas forcément aussi été pris en considération. Nous, on a mis en place un système pour aller voir la personne en amont de son hospitalisation, justement pour apprendre à faire connaissance, la mettre en confiance. Et voilà, c'est ça, c'est de la bienveillance, c'est de l'observation. Julie, tu voudrais que je t'accompagne en consultation? Ah oui. Ah bien sûr, bon voilà. Parce que alors le dentiste, j'ai horreur de ça. Oui, on m'a expliqué que tu avais peur. J'ai une trouille horrible. Le principe du service civique, c'est une étape de vie. C'est vraiment des jeunes volontaires qui se portent volontaires, c'est le cas de le dire, pour rendre des services à une institution, à une entreprise, et des services civiques et citoyens. Quand on arrive à l'accueil, des fois il y a des papiers à remplir, il y a des personnes qui ne savent pas forcément écrire, qui n'ont pas forcément l'usage des membres, donc ça peut être compliqué, donc on est là pour accompagner ces personnes. Quelqu'un comme Nenad, c'est super parce qu'au moins on n'a pas les soucis de tel service à aller voir, tel médecin, comment ça se passe, etc. Une personne sait qu'elle va être hospitalisée, elle a moyen de nous contacter. Service civique, bonjour. La personne peut nous contacter par mail en disant voilà, je viens tel jour à telle heure, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Nous, on y répond en disant vous venez à telle date. Si vous le souhaitez, on peut venir vous rencontrer en amont dans votre institution ou à votre domicile. Ce qu'on recherchait, ce n'était pas des gens qui puissent apporter des soins, bien évidemment, puisque ça, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers au sein du service, mais c'est vraiment des personnes qui soient dans la proximité du patient pour pouvoir le rassurer, l'accompagner.
Tu as encore mal? Tu as encore mal? Beaucoup? Beaucoup? Il ne serait pas possible d'accélérer un tout petit peu la prise en charge Et le fait qu'eux ils étaient là, ça permettait, je trouve, même nous en tant que parents, on a pu échanger avec eux et ça nous a fait du bien parce qu'on a trouvé quelqu'un qui comprenait notre fille. Enfin. Au revoir Lily. Le médecin va venir. Au revoir. Hein? Allez, ça va aller. On travaille sur la base de 2 procédures qui ont été validées par le CHU. Donc une programmée et une non programmée, donc dite d'urgence. On veut travailler sur la problématique handicap, il faut qu'on contacte les institutions alentours. Donc il y en avait quasiment 120 institutions auxquelles on a écrit. Nous, on vient passer une demi-journée, 2 jours ici, le temps qu'il faut, que vous estimez, et on vient rencontrer la personne, on vient créer quand même quelque chose avec elle. C'était dans les missions des hôpitaux depuis de nombreuses années de pouvoir accueillir et d'avoir une mission handicap. Bon là, c'est chose faite, mieux vaut tard que jamais, et j'espère que le service sera pérenne. Le fait qu'on fasse appel à des jeunes de service civique pour venir à l'hôpital et rendre service en matière d'accueil des personnes handicapées, c'est une action particulièrement bénéfique dans ce sens-là pour les jeunes. C'est pour ça que je dis une telle démarche vraiment est utile et nécessaire à ce que ça soit reconnu et ça soit reconnu aussi par tout le monde. Ça a été un long travail parce que j'ai rencontré les directeurs de la qualité pour connaître déjà quelles étaient les problématiques. Ensuite, j'ai rencontré des cadres supérieurs. J'étais à une réunion cadre supérieur pour présenter le projet. Aussi bien les associations d'usagers, les associations représentatives aussi de personnes handicapées qui les côtoient, les cadres, tout le monde trouve que c'est un service supplémentaire et un temps supplémentaire important en tant qu'aidant. Les retours qu'on a pu avoir sont des retours positifs. Dès qu'on a fait appel à eux, je veux dire, c'est des patients qu'on a retrouvés très très calmes, qui n'avaient pas d'angoisse. Donc il y a déjà un nouveau programme pour une prochaine équipe, peut-être une nouvelle. On voudrait s'inscrire vraiment dans la continuité de ce temps d'accompagnement. Donc voilà, permettre aux futurs médecins de voir la personne avant la pathologie, rendre accessible l'hôpital, et puis finalement, le meilleur soin, ça reste encore celui dont on n'a pas besoin parce qu'on l'a prévenu, et c'est là qu'on s'adresse à une expérience, à un retour d'expérience que tu as piloté, Stéphane, au niveau du dispositif d'accompagnement médico-social du comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Tu accueilles de nombreux jeunes en situation complexe et tu as essayé de prévoir des actions pour prévenir les hospitalisations. Oui, au comité mosellan, on a fait le choix il y a 3 ans d'ouvrir un SAFT, un service d'accueil familial thérapeutique et éducatif. Voilà, là on voit mieux. Donc pourquoi avoir ouvert ce service? C'est parce que effectivement nos 2 IMPRO accueillent 40% de jeunes porteurs de troubles psychiques. Et force était de constater qu'à ce moment-là, il y avait des passages à l'acte fréquents, des hospitalisations répétées. Donc, on a conventionné avec le CHS de Jury, une convention sanitaire et médico-sociale, qui répondait aussi à un des objectifs du CEPOM, qui était le premier CEPOM qui venait d'être signé. Donc aujourd'hui, le SAFT il relève au sein de l'association plutôt du pôle handicap, et notamment du DAM, du dispositif d'accompagnement médico-éducatif La Horgne, qui n'est ni plus ni moins qu'un dispositif intégré, IME, avec une autorisation de fonctionnement de l'ARS, tout mode d'accompagnement pour tous les usagers. Et puis, chaque jeune bénéficie d'une notification
dispositif qui permet une fluidité du parcours au sein des 4 prestations que vous pouvez voir, les IM Pro, le CESAD Pro avec ses 2 antennes, une à Montigny, une à Morange, l'unité d'enseignement autiste et notre fameux SAFT. Alors les points déclencheurs, effectivement, je les ai cités. Et quel public donc ça concerne? C'est effectivement des jeunes qui sont âgés de 14 à 20 ans, qui sont accompagnés au sein des 2 IM Pro, donc celui de Montigny et celui de Morange. On constate que c'est souvent des jeunes qui ont des troubles abandonnés, qui sont issus de familles démunies et souvent qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont bien entendu porteurs de troubles psychiques et donc l'intérêt c'était de leur proposer un séjour où ils pourraient retirer un bénéfice. Le premier objectif, qui a été aussi cité par mes collègues, c'est bien sûr d'éviter la rupture de parcours, mais surtout d'éviter l'hospitalisation. Donc éviter l'hospitalisation en amont, quand le jeune ne se sent pas bien dans l'institution. Il faut que ce SAFT il serve de SAS et qu'on évite d'appeler les urgences, qui ne sont pas souvent une réponse adéquate, et de pouvoir éviter cette hospitalisation. L'objectif, c'est aussi d'éviter la réhospitalisation. C'est-à-dire qu'on constatait que le jeune, quand il revenait de l'hôpital, on le réintégrait dans nos internats collectifs, et là, parfois, le soir même, il repartait à l'hôpital. Donc, on n'était pas du tout à proposer des modes d'accompagnement adaptés. Donc, ce service, aujourd'hui, il permet d'éviter au sujet de se chroniciser. Donc, l'assistante familiale thérapeutique, elle propose effectivement toute une série d'activités, de prestations basées sur l'oralité, la médiation, le jardinage, la culture, la médiation animale. C'était aussi recréer du lien avec la société. C'est-à-dire que le jeune, quand il est au sein de cette famille d'accueil thérapeutique, il est en contact avec les membres de la famille, le voisinage et le réseau de cette assistante familiale, puisque on a la chance qu'elle soit correspondante locale du Républicain Lorrain et elle n'hésite pas à amener sur le terrain les jeunes avec elle. Réapprendre à vivre avec l'autre, ça aussi c'est important. Il faut souligner que le jeune, quand il est au SAFT, il n'est plus dans ce statut de malade, il est dans un statut d'accueilli. Et ça change tout pour lui. Il faut aussi préciser qu'il est, quand il est dans cette cellule familiale, c'est un séjour qui se décompose de 3 jours à 15 jours, qui est souple, qui est modulable, mais il est seul. Il n'est pas en présence d'un autre usager, volontairement. Et bien sûr, un des derniers objectifs, c'est de permettre son épanouissement pour qu'il se trouve dans un espace d'inclusion, voire inclusif. On a la chance que, quand on a recruté cette assistante familiale thérapeutique, elle répondait parfaitement aux critères qu'on s'était posés avec le médecin psychiatre de jury, c'est-à-dire qu'il était préférable qu'elle soit en milieu rural, qu'elle dispose d'un pavillon, et puis avec des espaces verts importants. Et force est de constater qu'elle est dans l'ancien presbytère de la commune, qu'elle propose toute une série de prestations qui répondent à cet objectif. La réussite de ce projet-là, elle ne se fait pas sans la coordination avec le secteur sanitaire. Donc vous pouvez voir qu'on a une équipe mixée qui est sanitaire et médico-sociale, avec un psychiatre qui prescrit le séjour, une infirmière de jury qui consulte le jeune à chaque séjour pour voir s'il s'adapte, vérifier l'observance du traitement,
une psychologue aussi du CHS qui supervise l'assistante, qui va venir l'aider dans la gestion du quotidien, la conseiller, lui apprendre à relativiser tous les symptômes liés aux troubles. Et puis, on a notre équipe qui est composée bien sûr de l'assistante familiale thérapeutique, de nos psychologues, de nos coordinateurs de parcours, et puis d'une coordinatrice du dispositif. En quoi ce service il est plus thérapeutique qu'un autre? C'est que l'assistante familiale elle a été formée aux troubles, la psychopathologie de l'adolescence, que comme ça a été rappelé ce matin par notre collègue belge, ce qui est surtout travaillé, c'est la question du lien. Le jeune, il peut se projeter dans un espace extérieur, il se trouve dans une cellule familiale, ça répond à ses besoins affectifs, et il est dans une relation individuelle, une relation qui est privilégiée, qui va lui permettre de tout ce qu'on a entendu, de recréer ses liens, d'être épanoui, d'être réassuré. Aujourd'hui, en termes d'indicateurs, l'ARS est plutôt satisfaite puisqu'on a une diminution importante du nombre de jours d'hospitalisation. Les jeunes demandent quasiment à chaque fois de retourner au sein de ce cocon familial. Il n'y a pas d'attachement exclusif à l'assistante. Voilà, on a eu aussi quelques retours, notamment quand le traitement n'était pas observé, quand les troubles n'étaient pas stabilisés, ou quand il y avait une mise en cause de l'intégrité physique de l'assistante. Néanmoins, voilà, c'est le moment aussi de faire des appels à candidature. Après les médecins, nous, on recherche aussi une seconde assistante familiale thérapeutique, notamment en milieu urbain, pour augmenter d'abord la fréquence des séjours, pour permettre des séjours d'urgence. Et puis, pour rappeler un petit peu un des ateliers qui était présent hier, c'est ce SAFT, il répond aussi à l'alternative à l'hébergement. Donc, voilà, après, je vous laisse regarder ce que le temps m'est compté, deux petites vignettes où, effectivement, on voit qu'il y a une forte diminution du nombre de jours d'hospitalisation pour deux situations. Et la conclusion, c'est bien la création de liens individuels privilégiés qui sont la clé de la réussite de ce dispositif. Merci beaucoup Stéphane. Et merci à tous les trois plus généralement. Je crois qu'on a eu vraiment des approches complémentaires. La parole est à la salle sur la question de la santé. Alors, la question est à la salle quand les micros vous parviennent. Une main devant. J'ai déjà vu votre visage, monsieur, non? Promis, je ne parle pas d'utérus. Oui, alors je m'appelle Alexandre Nouveau, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, très court, comme d'habitude. Donc du coup, je pense que vraiment quand on entend que les médecins sont sensibilisés, quand on entend qu'il y a du lien possible entre médico-social et sanitaire, quand on entend qu'on a, je tire encore mon allégorie au final de la famille qui peut venir aider les parents, je pense qu'on a les trois éléments, mais juste on se dit s'il y a tout ça partout dans 20 ans, on a 90% des problèmes qui sont réglés. Et je pense que 90%, j'en suis sûr que c'est à peu près ce chiffre-là. Par contre, pour chaque personne, ce n'est pas des questions, c'est des remarques. Cette faculté est vraiment géniale. C'est pas parce que c'est mon employeur, mais elle est vraiment très bien. Deux choses qui sont vraies. Moi, je les ai vues. En fait, j'ai vu ces externes venir dans mes stages, et il y en a plein qui ont dit je veux faire du médico-social. Donc ça fonctionne, vraiment. Merci pour ce retour. Ça fonctionne. Deuxième point, est-ce que c'est possible que Créaï Université aille dire de façon un peu commune, ok, ça c'est très bien pour les médecins, mais on a parlé aussi depuis tout à l'heure de la société. Est-ce que c'est pas possible de faire, au lieu d'une semaine pourrie en troisième, de faire le truc en stage T'as de la chance que l'éducation nationale était présente hier en fait. Entreprise, est-ce que c'est pas possible de faire au lycée une semaine, 3 jours de ce genre-là? Parce que là, ça serait toute la population qui serait sensibilisée et pas la médecine. Donc ça, c'est une première question. Merci. Oh, tu trouves de l'écho. Ouais. Donc ça, c'est très clair.
Deuxième point, par rapport... Oui, troisième, c'est peut-être un peu tôt, au lycée, je dirais. Mais bon, il n'y a jamais de mauvais moment pour être sensibilisé au handicap. Au sujet de votre dispositif qui existe, nous, à Reims, mais avec des gens, vous dites continuité. Continuité avec du service civique, c'est un peu trompeur. C'est-à-dire que ça s'arrête. Pourquoi pas le continuer à le faire? Vous pouvez prendre appui sur ce qui se fait, nous, à Reims. Nous, on a des gens infirmiers, médecins qui sont là. Par contre, je me dis que c'est génial de faire les deux. C'est-à-dire de faire... qui nous manque. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut s'appuyer ensemble en disant si ça fonctionne à Reims, est-ce qu'on ne peut pas le faire dans le Grand Est? Donc ça, c'est un appel d'offres, en tout cas, à faire de ce côté-là. Ok, merci. Un mot de réaction, madame? Ah mais non, je ne demande pas une réponse. Non, je te coupe parce que là, il y a d'autres questions. Désolé, Alexandre. Mais merci pour tes remarques. Juste, et on a commencé également à travailler avec des professionnels en reclassement professionnel. C'était une demande que j'avais faite il y a 3 ans et que le CHU est enfin en train d'accepter. Mais c'est toujours une histoire de moyens. L'ARS est où? Elle était là. Là-haut. Bonjour, Monsieur Bressan de la plateforme d'accompagnement médico-social de Thionville, Fondation Vincent de Paul. J'avais une question à Monsieur Rognon, enfin une remarque et puis une question. Ce qui m'apparaît faire soin ou être thérapeutique dans la démarche que vous proposez, c'est le 1 pour 1. Ce qu'on rêve sans doute tous de pouvoir faire en institution. Du coup, ma question est la suivante. En quoi le fait que vous constatiez des effets positifs à une relation duelle construite comme ça dans un lieu à l'écart, en quoi les effets positifs que vous constatez viennent questionner la qualité de la prise en charge de groupe qu'on propose dans le cadre de l'accueil collectif? Et en plus, tu dois faire court dans la réponse. Oui, je vais faire court. Oui, effectivement, dans nos établissements, la relation individuelle est difficile avec des publics très, très hétérogènes. Et effectivement, c'est du 1 pour 1, mais j'ai vraiment aussi axé sur la pluridisciplinarité de l'équipe avec l'équipe thérapeutique où l'assistante familiale, elle est présente, elle se fait assister du psychologue, de l'infirmière, de liens permanents avec l'équipe. Après, ce qui permet la qualité ou ce degré de qualité qu'on ne peut pas proposer en IME, c'est tout l'environnement, c'est tout ce contexte. Le jeune, je le redis, il a sa chambre à lui, dans une maison, sans un autre usager, et puis avec de nouveaux réseaux où il est d'abord citoyen. Il est accueilli, et il est plus malade, il a plus cette étiquette de malade. Ok, merci. Pour toujours les questions trouble-faites de gestion du temps, je vais m'arrêter là pour une remarque globale sur le colloque. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec des moments de réflexion intéressants, interpellants, questionnants, voilà, de manière constructive, j'insiste, on a souhaité ne pas percuter mais accompagner dans le changement. En tout cas, si vous avez pu apprécier l'organisation, c'est grâce à 2 personnes en particulier que je voudrais désormais appeler sur scène, les grands architectes de l'organisation, Madame Jessica Boivin, directrice adjointe du CREAI, et Adeline Simon, conseillère technique, qui l'ont assisté. Voilà, je voudrais leur dire un grand merci à toutes les 2. Et même si c'est un peu cliché, on dit souvent que le langage, il n'est pas que verbal, il peut être floral aussi. Alors voilà un petit cadeau pour vous dire merci. Plus globalement, on a essayé de vous proposer des problématiques ancrées dans vos réalités, tournées vers l'avenir, mais les 2 pieds dans le présent. Et ça, c'est grâce à tout un comité de préparation que je vais également appeler sur le plateau. Bruno Bien-Aimé, directeur général adjoint de l'association Le Bois-l'Abbesse. Frédéric Dilly, directrice de l'IEM APF en Moselle. Delphine Isidore de l'IME de l'APEI de l'Aube. Mathilde Janson de l'IME de l'ACPEI, Jamel Kada de l'IEM de l'OHS, Marie-Clotilde Kipp de l'IME Adèle de Globitz, Muriel Michaud de l'IME de l'ADAPEM, Edith Patenotre-Martin de l'IME APEI de l'Aube, Florent Prévost, IFPRO UGCAM, Stéphane Rognon, IMPRO CMSEA, Véronique Simon, IME de l'ARCEA. Voilà, ils venaient de tout le Grand Est.
Ils ont bossé pour vous pendant 18 mois pour essayer de vous proposer des réflexions de qualité. Un grand, grand merci à vous et un grand bravo. Et puis derrière, il y avait toute l'équipe du Créail. Alors ils vont venir aussi sur le plateau. Jessica Djala, Adeline Djala, Lucie Lagénor, Karine Martineau, Marie-Claude Martinez, Laurence Gallo, Valérie Damas, Dominique Echeval, Noémie Boivin, Nathalie Rennes, Thierry Antoine, Hervé Margot est au bureau, Nathalie Leblanc est au bureau, Gaël Léninger est au bureau. Il en faut bien qu'il reste pendant que les autres vont se marrer. Mais tout le monde s'est mobilisé pour les JNIME et je vous demande de les en remercier aussi. L'AN Créail était activement mobilisée, j'y venais, chers collègues. Annie Bourdalex, responsable nationale des études, a été présente de A à Z. Un grand merci à elle. Et voilà, vous avez un aperçu de pourquoi, on l'espère en tout cas, ça a été le plus fluide possible. C'est parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Merci à vous. Et maintenant, je laisse le mot de la fin à notre président de la fédération, monsieur Jacques Nodin, qui va clore ces journées nationales. Monsieur le Président, le pupitre t'appartient. Bonjour à toutes et à tous. Il me revient donc de conclure et de clore ces 3 jours de réflexion autour de la société inclusive. Je me dis chaque fois que je suis un peu fou d'accepter de synthétiser l'impossible. Je vais vous demander donc un peu d'indulgence pour le béotien que je suis. Je ne suis pas issu du tout du secteur médico-social et ça fait maintenant 4-5 ans que je commence à apprendre plein de choses. Si vous me permettez de commencer par un brin d'humour, ça faisait 72 ans que je n'avais pas revisité l'utérus de ma mère. C'est un vieux souvenir. J'ai donc compris qu'il y avait eu des bruits, que j'avais entendu des choses surprenantes et qu'il fallait que je continue à intégrer ces bruits. Parce que ces bruits font partie de ma vie, en définitive, si j'ai bien compris, et me permettent de vivre en société par rapport à ce que vous avez dit, c'est bien ça. Donc j'ai bien appris. Hier soir, on m'a fait chanter une berceuse. Alors là, je me suis dit, tiens, ça fait à peu près 40 ans que je n'avais pas chanté une berceuse avec mes enfants. Donc dès hier soir, je chantais la berceuse. Après, j'ai appris que j'avais des tics et des tocs. Mais ça, je pense que dans ma vie, il y en a plein qui me l'ont dit, hein, que j'avais des tics et des tocs. Mais en chanson, c'était assez surprenant et très intéressant. Après, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier jour, sur le PowerPoint, il est passé très vite. On a parlé de révolution culturelle. Alors là, je me suis dit, merde, moi qui suis allé en Chine, juste après la révolution culturelle, ça vaudrait le coup que j'ai le débat avec l'intervenante sur ce qu'elle a compris de la révolution culturelle chinoise, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas aussi simple. Une révolution culturelle, il y a peut-être du positif, mais alors qu'est-ce qu'il y a eu comme négatif, excusez-moi, en Chine? Après, hier soir, ça faisait à peu près 40 ans qu'on ne m'avait pas fait lever le poing en l'air. C'est une personne en situation de handicap qui, d'un coup, nous dit « Allez, hop, tous le poing en l'air ». Eh bien, on s'est mis tous avec le poing en l'air. Ça m'a rappelé, là aussi, des très, très vieux souvenirs qui ont marqué ma vie. Donc, voilà, c'est très agréable. Mais je veux redevenir sérieux. Hein. Il vient de le faire, Thibault. Je ne vais pas remercier tous les créailles, tous les intervenants, tout ce qui a été fait. C'est assez surprenant, ces 3 jours. Hein. C'est devant 700 personnes. Il y a eu quand même de la qualité dans toutes les interventions, même s'il y en a qui ont dit des choses, mais tant mieux, ça fait partie de notre discussion. Mais franchement, il y a eu des intervenants qui sont très intéressants, il y a eu des expériences très intéressantes, et on en parle assez rarement. D'abord, vous avez eu la parole, mais il y a eu les ateliers. Moi, j'aime bien les ateliers parce que c'est là, souvent, que la parole se libère, qu'on peut discuter et dialoguer. Donc, on a eu une richesse partagée ensemble. Vous vous êtes fait titiller, je me suis fait titiller, on vous a écouté, on a dialogué avec vous. C'est une richesse, c'est une richesse. Alors, de fait, si on regarde, la société inclusive, la première chose, c'est déjà notre capacité à s'écouter, à s'interpeller, à débattre,
à marquer nos désaccords et à trouver des consensus. Il ne faut pas les chercher. Voilà, la société inclusive, c'est ça. C'est cette façon qu'on a de dialoguer ensemble. Je voudrais vous dire que les créailles, tous les créailles, sont ce que nous appelons des lieux tiers. Alors, on ne va pas faire une formation, mais ces lieux tiers, c'est ceux qui vont pouvoir vous accompagner sur les territoires, construire avec vous des projets associatifs et stratégiques, d'organiser des journées de formation, de réaliser des études, mais aussi les créailles savent interpeller la puissance publique sur les ressentis, les peurs, les demandes qui émergent au moment du changement. Aujourd'hui, à votre écoute, la semaine dernière, j'étais aux côtés de l'association Nous aussi, dont on vient de voir le président, sur le droit de vote. Un colloque où 70 personnes présentant des troubles psychiques et de déficience intellectuelle nous ont interpellés, nous ont demandé de les accompagner dans cette recherche de la citoyenneté au travers du droit de vote, qu'ils revendiquent haut et fort. Entre nous, hein. Quel paradoxe! Vous vous rendez compte qu'on est dans une société où souvent, ces derniers temps, on entend les gens dire « Ah, je n'ai plus aller voter ». Ah, le nombre d'abstentions. Et on se retrouve avec des personnes en situation de handicap qui disent « Mais moi, je veux aller voter. Moi, j'ai envie de m'exprimer. Moi, j'ai envie de devenir citoyen. » Quelle leçon! C'est intéressant. C'est eux qui nous font bouger, c'est eux qui nous interpellent. Ainsi, à partir de vos interrogations, de leurs interrogations, de leurs souhaits, me permettez-vous d'abord quelques réflexions. Ce que je dis est toujours sincère pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais dire. D'abord, depuis 1945, avec le programme du Conseil national de la résistance, avec la protection sociale, les familles, les associations et les structures, les professionnels, dans une société qui ne voulait plus voir les personnes différentes, vous avez accompli des merveilles. Vous avez fait vivre dignement les personnes en situation de handicap. Vous avez construit à votre manière une inclusion dans une société du rejet de la différence. Vous pouvez être fiers, nous devons vous remercier et nous vous devons respect, tolérance et remerciement. Les familles, les personnes en situation de handicap, les bénévoles, qu'il ne faut pas oublier, l'expriment clairement. Vous avez participé à la construction de la cohésion sociale. Vous avez fait face à des situations complexes, avec des moyens mis à votre disposition, des fois peu de moyens. Vous avez accompagné, vous avez écouté des personnes que la société ne voulait pas voir, et laissant souvent les familles seules, abandonnées, devant les difficultés. Et alors, ce que je découvre depuis quelques années, plus particulièrement les mères de famille. D'ailleurs, je ne sais pas, hier, vous avez vu, c'est des mères qui parlent du fait qu'elles ne sont plus allées au travail, qu'elles se sont occupées de leurs enfants. Alors, c'est pour cela que vous nous trouverez à vos côtés pour dire à la puissance publique vos interrogations, vos attentes. Alors, je le fais régulièrement à Mme Cluzel, à la directrice de la CNSA, aux ARS. On n'a pas parlé à la Haute Autorité de Santé, et des fois jusqu'à l'Élysée. Nous avons fait savoir nos doutes sur le 100% inclusif, qui est un slogan difficile à mettre en œuvre. Écoutez, au bout de 2 ans d'explication, ça commence un tout petit peu à bouger. Ça commence à comprendre que le 100% inclusif, ça n'existera pas, qu'il restera toujours et toujours un besoin de structures et d'institutions. Nous leur avons dit que le changement est anxiogène, ce qu'entre nous soit dit, quand on est au pouvoir, on devrait le savoir. Nous leur avons dit qu'il faut du temps pour réaliser ces changements. C'était mon premier affrontement avec Mme Cluzel, première fois où on s'est vu, où il a fallu que je lui explique qu'il fallait du temps au temps, qu'on ne faisait pas du changement comme ça en claquant les mains. Je peux vous dire que nous en avons gardé tous les deux un bon souvenir. Ça nous a coûté combien déjà? 70 000 €. Le changement ne pourra se concrétiser que si au minimum sur une génération, et qu'il faut laisser du temps, qu'il ne faut pas passer en force, qu'il faut construire ensemble ce changement. Mais permettez-moi de vous dire
qu'il va falloir continuer à sortir de vos habitudes, de nos habitudes, car si je suis sûr d'une chose, c'est que ce changement ne viendra pas d'un texte de loi, d'un décret, d'une circulaire ou d'un document préétabli national, mais par le fait que tous les acteurs se rassemblent pour changer ensemble leurs pratiques. Par exemple, ce n'est pas du changement des simples IME que se construira l'école inclusive, mais du changement de la structure, et éducation nationale en premier, des collectivités locales, des parents d'élèves et bien sûr des structures médico-sociales. Et que l'école inclusive, c'est la coopération de tous ces acteurs sur des territoires pertinents au plus près des personnes que naîtra une autre approche des réponses apportées aux personnes en situation de handicap. Maintenant, je vais vous donner quelques réflexions. La société inclusive, elle demande quoi? Pour moi, elle incite la société dans son ensemble à changer son regard sur les personnes vulnérables. Une société inclusive, ce n'est pas le simple changement de pratique des structures sanitaires, médico-sociales et sociales. La société inclusive, c'est une société qui, dans sa globalité, accepte les différences, accompagne les solutions pour les plus vulnérables. C'est une société qui a comme moteur la justice sociale, qui redistribue les richesses et qui construit avec tous les citoyens et citoyennes la société de demain. C'est ça la société inclusive. C'est pas je change simplement mes pratiques. La société, quand on met société inclusive, il y a le mot société. Et ça, la société, c'est sa globalité. Si elle ne change pas, elle, en entier, vous pourrez faire tout ce qu'on veut, nous, on changera nos pratiques, mais la société ne sera pas inclusive. Or, si vous suivez l'actualité, comme tout le monde, on vit dans une société du doute en ce moment, où l'individualisme a tendance à rejeter autrui, et plutôt les plus faibles, où on cherche d'abord son confort, son épanouissement personnel, mais où tout ce qui fait société, on cherche dans cette société qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait sens commun, qu'est-ce qui fait vivre ensemble. Tout ça se délite en ce moment. Voilà pourquoi les professionnels du médico-social et du social, les bénévoles et les militants au sens noble du terme, nous avons un défi à relever. Articuler l'autonomie des individus avec la nécessité absolue de faire lier, de faire sens, de faire société. C'était ça qu'il y avait en jeu depuis les 3 jours. C'est bien cette nécessité de faire lien, de faire sens et de faire société. Ce n'est pas simplement changer les pratiques, c'est ça qui était en jeu. Et c'est ça qui est en jeu demain pour la société inclusive. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis un vieux militant, en définitive. J'ai roulé ma bosse, j'ai fait beaucoup de fonctions, et pas des moindres, des fois, dans de nombreux domaines. Depuis ces dernières 20 années, il me semble pour moi que j'ai été vécu avec la peur, les inquiétudes, sur le retour de ce qui revient sur le devant de la scène des idées ségrégationnistes, discriminantes et porteuses d'exclusion. Et bien, confidence pour confidence, quand je vois les vidéos, quand je vais à l'association Nous aussi, je retrouve la joie de vivre. J'ai vu des militants qui me rappelaient ma jeunesse. Entre nous, je vous pose la question, qu'y a-t-il de plus beau que d'agir là où on est pour l'émancipation des personnes, d'agir pour la citoyenneté des personnes et surtout pour les plus vulnérables? Vous avez raison de nous interpeller sur les inquiétudes liées au changement, sur la transformation de l'offre, sur l'avenir des IME, des ESAT, sur Séraphin. Mais rappelons-nous, vous êtes les enfants du changement. Vous avez toujours chevillé au corps cette manière de donner la parole aux personnes vulnérables, de leur donner toute leur place dans une société qui n'est pas inclusive depuis 2 jours. La société telle qu'elle est aujourd'hui, elle est exclusive. Oui, une société qui a comme moteur l'exclusion, qu'on le veuille ou veuille pas. Et donc se battre pour la société inclusive, c'est bien aller à contre-courant de ce que se passe aujourd'hui dans la société. Revenons aux fondamentaux du siècle des Lumières. Oui, en matière de défense de liberté, des valeurs républicaines, du droit d'expression, de manifester, d'écrire, en matière de citoyenneté. Par rapport à quelqu'un qui a posé la question, je suis un libéral sur ces domaines-là.
Je suis un libéral parce que je me bats contre les forces obscures qui veulent en définitive l'inverse de ce qui étaient nos fondamentaux et nos valeurs républicaines. Mais par contre, je ne suis pas un libéral économique. Je crois à la régulation, je crois à la puissance publique, je crois à la répartition des richesses. Et donc c'est cette double appartenance au monde libéral sur les idées, sur les valeurs, et au monde social-démocrate, entre guillemets, ou au monde qui permet de partager les richesses. Alors pour vous donner des exemples de changements dans ma vie, parce que je commence à vieillir, j'ai commencé ma militance contre la guerre d'Algérie, parler d'un grand changement quand même, la décolonisation. Je me suis battu pour ma vie, pour le droit d'expression des salariés dans les entreprises, pour le droit des femmes, pour l'avortement, pour le mariage pour tous, pour le droit de vote des immigrés, contre la peine de mort. Je ne vous parle pas de ce qui touchait les lois de décentralisation. Et bien maintenant, je me bats pour l'écoute des personnes vulnérables, pour les accompagner dans la construction de leur parcours de vie, comme l'ont dit des intervenants, partir de leurs rêves, de leurs envies, de leurs souhaits, quels qu'ils soient, et accompagner ces propositions. Entre nous, c'est passionnant. J'ai eu la chance de développer une expérimentation territoire zéro chômeur sur un territoire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si un jour vous avez travaillé avec Pôle emploi, mais dire à Pôle emploi qu'il faut écouter la personne et construire le parcours de la personne en fonction de ce qu'elle dit, je peux vous dire qu'on a mis à peu près 15 jours, 3 semaines, et si c'est encore, on n'a pas gagné. Parce qu'il venait avec, tiens, il y a le restaurateur du coin qui cherche un poste. Donc voilà, hein, dans la démarche, partir des gens. Et en définitive, quand on fait ça, et si on part de ce qui est par rapport aux gens, il restera toujours des structures, des IME, des ESAT. Les murs des structures n'empêchent pas l'inclusion. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Ça n'empêche pas l'inclusion. Et au contraire, il suffit d'ouvrir les portes, ce que vous faites, parce que nous sommes déjà dans le projet de société inclusive. Voilà. Donc ça veut dire remettre de l'humain, redonner du sens à nos métiers, accompagner les changements, aux évolutions, vivre dans une société où l'humain sera le moteur du vivre ensemble. C'est une utopie créatrice, mais ô combien porteuse d'espoir. Entre nous, cela pourrait nous inciter à quitter l'amorosité dans laquelle nous nous débattons. Oui, ces journées doivent nous permettre de changer nos regards. Et puis, ultime recommandation, mais ça c'est le gars qui n'est pas du secteur, si on pouvait essayer de mobiliser la société sur nos idéaux, et alors entre nous, vous ne mobiliserez jamais la société sur la transformation de l'offre, les sigles que vous employez, Séraphin, les trucs. Franchement, mettez-vous au mec qui est derrière la télé le soir et qui écoute et à qui on viendrait expliquer, oh là, on est dans... Punaise, si vous pouviez faire pour toute la société, mais même pour moi, du facile à lire et à comprendre, ah putain, qu'est-ce qu'on serait heureux. Qu'est-ce qu'on serait heureux. Parce que pour gagner, parce qu'on a tous envie de gagner cette société future, bon, j'espère, mais si on n'a pas l'opinion, si on n'a pas la société dans sa globalité avec nous, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas. Parce que nous aurons des forces, nous aurons toujours besoin des forces des autres. Regardez ce qu'ont fait les EHPAD, regardez ce que font les services d'urgence, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils donnent des choses. Mais mettons-nous aussi au cœur de nos pratiques l'expression par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux personnes, ce qu'on a envie par rapport aux personnes, dans des langages simples, compréhensibles, et vous verrez que dans ces cas-là, on gagnera. Voilà. Merci beaucoup pour ces 3 jours et à la prochaine.